Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous au Maïf Social Club. On est absolument ravis de vous accueillir ce soir pour venir débattre avec nous du congé paternité. Et cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Nuit des idées 2018, dont le thème était l'imagination au pouvoir. L'imagination pour nous, ça a été d'imaginer un congé paternité digne de ce nom. Donc on va le rêver ensemble. Et pour ça, je vais laisser le micro à Iris Dereux, rédactrice en chef du magazine Cosette. Je vais te laisser présenter nos intervenantes et un intervenant qui va arriver dans quelques minutes. Merci. Merci à tous déjà de vous joindre à nous pour cette soirée autour effectivement, du congé paternité et plus largement du congé second parent. Je sais que cette distinction tient beaucoup à Emma et je trouve qu'elle est très pertinente. Donc voilà, la question qu'on se pose, effectivement, vous la connaissez, c'est tout simplement, mais quand est-ce que la France va enfin se doter d'un congé second parent digne de ce nom ? Vous le savez ou pas, à Cosette, c'est un thème que l'on porte depuis plusieurs mois. On a lancé en novembre dernier, dans un grand dossier qui figure dans ce joli numéro rose, une pétition qui a été signée d'abord par 40 personnalités hommes avant d'être signée par des citoyens anonymes. Cette pétition demandant l'allongement d'un congé paternité progressivement. Alors on proposait d'en venir à 6 semaines. On débattra lors de ce débat des modalités qui peuvent être appliquées. Et puis surtout, avant un allongement, on proposait que le congé actuel, qui est de 11 jours optionnels, soit déjà rendu obligatoire. Donc cette pétition, à ce jour, a été signée par quelques 47 000 personnes et elle vient s'ajouter à une autre pétition qui a été lancée par un citoyen militant ou en tout cas concerné par ce sujet, qui est celle-là, date du printemps. Et je la mentionne parce que c'est important de se rendre compte qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe aussi au niveau des citoyens, qui en est, je crois, à quelques 70 000 signatures. Donc en tout, ça fait quand même pas mal de gens qui ont paraphé un texte demandant un allongement du congé paternité. Et c'est dire que notre débat n'est pas terminé, bien au contraire. Bonjour, Serge Fès. Aucun problème. Enchantée. Je vais présenter tout le monde dans une minute. Je voulais juste terminer sur cette introduction et notamment sur la note d'intérêt, finalement, qu'on voit depuis quelques semaines, en fait, j'ai envie de dire. La semaine dernière, 4 ministres, dont la Santé et le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, ont proposé à l'Inspection générale des affaires sociales une mission d'expertise sur le congé paternité. Donc, on peut applaudir, on ne va pas non plus hurler de joie, parce qu'une mission de ce type, il y en avait déjà eu une quelques années auparavant. Voilà. Mais c'est un signe que les choses bougent. À droite, Madame Valérie Pécresse est également dite favorable, il y a quelques jours, à un congé paternité obligatoire et peut-être rallongé. On peut encore, et finalement, mentionner l'annonce de l'assureur Aviva, fin novembre, donc du côté du monde de l'entreprise, qui, là aussi, proposait 10 semaines de congé de parentalité à tous les salariés, femmes, hommes, avec les mêmes conditions, les mêmes droits qu'en situation de travail. Donc ça, si je comprends bien, c'est une première en France. Voilà, donc concrètement, pour que les choses continuent d'avancer vraiment, il nous reste à poursuivre le débat, cette espèce de doux lobbying, d'en parler, et puis surtout de diffuser, de comprendre les enjeux des diffusés. Donc ce qu'on va essayer de faire ce soir, parce que j'imagine qu'on est plus ou moins entre personnes déjà convaincues, en tout cas, ça n'empêche pas qu'il est toujours temps de se munir d'arguments, de bien comprendre ce qui se trame, pour ensuite diffuser en dehors de cette salle. Donc pour nous aider à y voir plus clair, autour de la table, Emma, donc bonjour, dessinatrice, militante féministe, auteure de la BD Un autre regard, tome 1 et le tome 2 qui vient de sortir il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Le tome 2 ? Ouais, bon. Voilà, les 2 tomes sont dans les rayons. Tu es aussi l'auteur d'un blog et d'une planche, commençons par là, qui fit grand bruit il y a quelques mois, sur la charge mentale. Et j'en glisse un mot maintenant parce que c'est complètement lié pour moi, cette discussion sur la charge mentale et l'émergence de ce débat sur le congé second parent.
Hélène Périvier, bonsoir. Tu es économiste, alors j'ai commencé à tutoyer tout le monde, je suis désolée, mais alors, du coup, on ne se connaît pas. Donc, tu es économiste à Sciences Po Paris et à l'OFCE, en particulier sur des politiques sociales, familiales et fiscales. Et le prisme du genre est très présent dans vos recherches, dans tes recherches. Et Serge Effez, bonsoir. Tu es le responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatre enfants-ados de la Pitié-Salpêtrière. Et j'ai envie de mentionner l'ouvrage que tu as écrit en 2010, donc c'est pas non plus complètement récent, qui s'appelle « Le cœur des hommes » et qui porte quelque part sur la définition changeante du masculin. Je pense que c'est pas inutile de le rappeler dans le cadre de ce débat. Bon, voilà, on peut commencer. Pardon, oui. Tendance à faire des grands gestes, je m'excuse. Oui, tout le monde, vous pouvez prendre vos micros, oui. M'explique-t-on. Et de le tenir très près pour que tout le monde entende. Bon, j'ai envie de commencer par une question extrêmement simple pour que tout le monde comprenne les enjeux d'un allongement de ce congé paternité au second parent. Donc je me tourne vers toi, Emma. Est-ce qu'avec ta perspective quelque part militante, en fait, tu veux bien dire à quoi sert ce débat? À quoi techniquement peut servir un allongement du congé second parent? Je vais déjà donner ma perspective personnelle, qui est que moi j'ai eu un enfant il y a 6 ans, que j'ai été très encadrée le long de ma grossesse et même pendant l'accouchement. J'ai été encouragée, je me suis sentie soutenue et j'avais l'impression qu'on me considérait capable de faire ça, quoi, d'accomplir cette épreuve. Et en fait, après, plus rien. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un petit être vivant à charge dans une pièce. Donc on m'a mise dans une chambre avec lui. Mon compagnon n'a pas eu le droit de rester avec moi parce que les nuits, les pères dans la maternité où j'étais n'ont pas le droit de rester. Et du coup, j'ai passé 3 jours et 3 nuits toute seule avec mon bébé à essayer de comprendre comment il marchait et je ne savais pas. Toutes les remarques qu'on m'a faites, c'était des critiques comme quoi, visiblement, je ne savais pas m'y prendre. Et je suis rentrée à la maison dans ces conditions. Mon compagnon a pu rester avec moi 7 jours, donc les 3 plus... voilà, quoi. Et il est reparti au boulot. Et donc, je me suis retrouvée toute seule pendant 2 mois. Donc, mon fils, je ne savais pas, mais un enfant, ça ne dort pas la nuit. Du coup, je ne dormais pas la nuit non plus. La journée, il ne dormait pas non plus. Enfin, des fois, il arrive à dormir 20 minutes de suite. C'était grand luxe, quoi. Il a fallu que j'apprenne à lui préparer des biberons, à lui trouver des vêtements. Il a fallu que je trouve un mode de garde. Et en fait, j'ai fait tout ça toute seule parce que mon copain, il a dû retourner au boulot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai repris le boulot, donc je travaillais autant que mon copain, moi je savais faire toutes ces choses en fait, et j'avais acquis ce rôle de responsable de tout ça. Donc j'étais le contact privilégié de la nounou, j'étais le contact privilégié de tous les organismes un peu assurance et tout ça pour discuter des trucs liés à la parentalité. C'est moi qui connaissais la taille de vêtements de mon gamin et qui savais où les acheter. C'est moi qui savais où trouver la nourriture, ce qu'il fallait acheter, comment anticiper, préparer les repas. Et du coup, j'étais le parent par défaut, quoi, et ça on n'a pas réparti ça correctement. Et donc au bout d'un moment, j'ai pris du retard dans mon travail. J'avais un poste à responsabilité que j'ai pas réussi à assumer, donc ça se passait pas très bien. Et puis du coup, j'ai fait un burn-out au boulot parce que j'arrivais pas à arranger mon temps pour gérer mes responsabilités correctement. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à poser les choses avec mon copain pour dire mais en fait, même si on était un couple égalitaire, qu'on faisait 50-50 à la maison, bon allez 60-40, je suis 50-50 c'est malhonnête, on faisait 60-40, et en fait toute la charge de réflexion, de planification, d'anticipation des tâches liées à l'enfant, c'était moi qui les prenais. C'était toujours moi qu'on appelait quand il y avait un problème. Et du coup, même quand je sortais le soir, où là on pourrait dire ouais c'est cool, vous avez un couple égalitaire, ton mec s'occupe de ton petit pendant que tu sors le soir, mais en fait non, parce qu'avant de partir je préparais les repas à l'avance. Je gardais toujours mon téléphone au cas où ils prennent un mauvais truc dans le frigo. Je me disais au moins il m'appelle avant, comme ça il bouffe pas un truc périmé.
Et du coup, voilà, j'étais jamais tranquille, même quand je m'absentais, en fait. Donc du coup, on a fait ce travail de prendre toutes les tâches et de répartir pas l'exécution des tâches, mais la responsabilité des tâches. C'est-à-dire que moi, j'ai sorti toute une liste de tâches à la maison de mon esprit. Et du coup, quand je les voyais, et ben, ça me donnait plus l'impression que c'était pas fait ou ça m'énervait plus parce que je savais que c'était pas mes tâches à moi et je passais devant. Et donc c'est ça la question de la charge mentale, en fait, de répartir équitablement le truc. Mais donc du coup, je me suis perdue, je reviens au congé paternité. Ce déséquilibre dans la répartition de la responsabilité de l'enfant, il s'est fait pour plein de raisons, et en l'occurrence les rôles genrés qu'on a eu depuis tout petit, mais aussi parce qu'il n'était pas là dans les premiers mois de mon fils, et que du coup c'est moi qui ai acquis les automatismes. Et donc du coup, ce congé, bien sûr, il faut qu'il soit plus long, je dirais même pour la personne qui vient d'accoucher, mais aussi pour l'autre parent. Il faut qu'il soit de même longueur, et je pense qu'après, il faut enchaîner sur une période d'absence de l'un et de l'autre pour que chacun se retrouve seul avec l'enfant. Je pense que c'est important pour apprendre à ne pas s'appuyer sur l'autre. Et voilà, répartir de façon égale les automatismes et qu'il n'y ait plus un seul parent par défaut. Tu le résumes très bien par le témoignage. Hélène Périvier, j'ai envie de te demander ce qui a pu être théorisé, chiffré de ce qui vient d'être dit, l'espèce de mécanisme, voire le cercle vicieux entre ce moment de la naissance, la répartition inégale du travail parental, et derrière des mécanismes qui vont jusqu'à des carrières freinées, jusqu'à des décrochages plus fréquents pour des femmes que pour des hommes. Si vous pouvez faire un point théorique là-dessus. Alors, d'abord empirique, peut-être la mesure. Les chiffres de l'INSEE, 70% des tâches domestiques et familiales sont réalisées par les femmes. Donc, en aucun cas, elles ne peuvent être l'égale des hommes sur le marché du travail parce qu'on ne peut pas avoir exactement les mêmes chances quand on passe autant de temps dans les charges domestiques et familiales qui, bien sûr, sont d'autant plus importantes qu'il y a un enfant et un jeune enfant. Donc ça, c'est le premier chiffre clé. Je trouve ce qui a été décrit, c'est tout à fait exact parce qu'on voit bien que se met en place un mécanisme de division du travail parce que le congé maternité, il est long. Enfin, il est relativement long. En France, par rapport aux autres pays européens, il est dans la moyenne. Il est ce qui est préconisé en Europe. Il y a des pays qui font plus long, il y a des pays qui font plus court. Il est relativement bien rémunéré, on reviendra sur ces questions-là. Mais du coup, c'est vrai que le temps qu'on passe avec le jeune enfant, on acquiert des mécanismes. Les économistes diront qu'on a une productivité du travail plus importante qui fait que on garde ça parce que voilà, finalement, on est quand même rationnel. On a appris à le faire bien, à le faire vite. Et y compris, on ne demande pas forcément à son conjoint de le faire à sa place parce que voilà, c'est compliqué, c'est comme ça, puis ce sera plus vite fait. Et donc ça, c'est très pernicieux parce qu'évidemment, ça s'ancre et que du coup, les carrières des femmes s'en ressentent. Donc certaines vont prendre un temps partiel, certaines vont s'arrêter de travailler plus longtemps. On reviendra peut-être sur le congé parental qui, au-delà du congé maternité, est construit en France de façon tout à fait inégale et ne permet absolument pas un partage des tâches entre les femmes et les hommes. Et ensuite, on se retrouve évidemment avec des carrières discontinues, alors que les hommes ont des profils de carrière continue, des écarts de salaire, du plafond de verre, des choix aussi de femmes qui sont très contraints, qui vont plutôt choisir des métiers dans lesquels c'est plus facile d'articuler ses contraintes familiales avec sa vie professionnelle, qui sont des choix auxquels les hommes ne sont pas confrontés. Ils ne sont pas confrontés, ils n'imaginent même pas ces choix-là. Donc on est dans une société très genrée, où ces choix-là sont censés être ceux des femmes. Et donc il faut qu'on trouve des politiques publiques qui permettent de revenir, de rétro-pédaler sur ces normes de genre pour essayer de faire en sorte que chacun et chacune ait sa place dans la famille et sur le marché du travail. Comment on fait, Serge Effès, pour... vous allez avoir la solution pour rétro-pédaler, parce qu'en fait, si je caricature, les hommes ont beaucoup à perdre. D'ailleurs, ils sont 3 dans la salle. Donc voilà, il n'y a peut-être pas un désir fou que de faire cet effort-là, que d'élever le petit nourrisson qui ne dort pas. Est-ce que les hommes ont à y perdre? C'est ça la question. C'est-à-dire, moi je suis un fervent défenseur de l'égalité entre les hommes et les femmes depuis toujours, alors et pas par compassion pour les femmes, mais parce que j'ai l'idée que les hommes peuvent y gagner très largement dans cette égalité, et sans doute principalement autour de cette question du congé de paternité et de ce qui se passe avec le nourrisson. Parce que ça pose
vraiment toute la question de la naturalisation des compétences, cette histoire. C'est-à-dire qu'on envisage un peu les gens un peu comme s'ils étaient coupés en morceaux. Il y a leur rôle leurs rôles sociaux, la place qu'ils ont dans la société, puis il y a tout leur espace psychique et tout leur espace d'intimité, comme si ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Et pour moi, travailler cette question du congé de paternité, c'est pas seulement faire en sorte qu'il y ait une égalité d'accès au travail et qu'on brise le plafond de verre, ça c'est déjà très intéressant, mais aussi la façon dont on considère ce que sont les différences ou pas entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire ce que sont les compétences des hommes et des femmes. Or, c'est sur la question du nourrisson, et de ce qu'on sait faire ou pas avec un nourrisson, comme tu le disais très bien, que se joue le plus la question de la symétrie aujourd'hui. Encore quand on est un couple, etc., bon, même s'il y a des inégalités, même s'il y a des questions de domination qui se posent, on fait un peu le même boulot, on se répartit, on essaye de tendre à se répartir plus ou moins les tâches, etc. Mais dès que le nourrisson vient au monde, là apparaît une inégalité très forte qui est liée à des systèmes de représentation qui est que s'occuper d'un nourrisson, c'est une compétence maternelle. Et que c'est comme si les femmes portaient sur leur chromosome X les gènes de la compétence pour pouvoir s'occuper des bébés, et s'occuper des bébés pas seulement corporellement, pas seulement de savoir les allaiter, mais effectivement savoir s'il y a des couches dans le placard, s'il y a des biberons si les biberons ont été stérilisés, etc. C'est-à-dire c'est tout un domaine de compétences qui découle de cette soi-disant position naturelle des femmes. Et il n'y a rien de plus pernicieux que la naturalisation des compétences, parce que après coup, c'est comme si c'était naturel, alors que ça ne l'est pas. Vous savez, il y a un proverbe barouilla qui dit, par exemple, les petites filles ne savent pas grimper aux arbres. Donc on interdit aux petites filles de grimper aux arbres, forcément, parce qu'elles ne savent pas grimper aux arbres. Donc les petites filles ne savent pas grimper aux arbres. C'est-à-dire que cette question des compétences, c'est toujours de l'ordre de la prophétie qui se réalise, d'une certaine façon, donc l'anticipation qui se réalise. Il y a un grand psychanalyste qui s'appelle Winnicott, qui a beaucoup étudié les relations mère-bébé et que j'aime beaucoup, et qui parle de ce qu'il appelle la compétence maternelle primaire. C'est-à-dire c'est ce que la mère développe au contact d'un bébé, au contact d'un nourrisson. Et que c'est le nourrisson qui fait développer à l'intérieur de la mère la compétence pour pouvoir s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'il lui fait forger les outils psychiques internes pour comprendre son enfant, anticiper ses besoins, savoir comment répondre à ses besoins, etc. Si on dit que c'est la mère qui a la compétence pour ça, ça va être comme les petites filles qui ne savent pas grimper aux arbres. C'est-à-dire que c'est elles qui vont développer cette compétence maternelle primaire qui va leur permettre effectivement de comprendre les enfants et donc d'être les seuls à pouvoir dire qu'est-ce qu'il convient de faire et de ne pas faire. Or, les quelques pères qui s'occupent et qui s'occupent exclusivement des nourrissons, comme on le voit, comme ça se fait beaucoup plus couramment dans les pays nordiques que chez nous, c'est-à-dire avec des femmes qui reprennent leur travail extrêmement rapidement et des pères qui s'occupent des nourrissons très rapidement, développent cette compétence maternelle primaire, bien évidemment, puisque c'est le nourrisson qui permet de creuser cet espace à l'intérieur d'eux pour comprendre et s'occuper. Et ça, pour moi, psychiquement, c'est un des plus grands facteurs, des plus puissants facteurs d'égalité dans la façon dont on peut concevoir les hommes et les femmes par rapport à leurs compétences. C'est-à-dire que si on arrive à voir de plus en plus naturellement, si je peux dire, que les hommes ont les mêmes compétences pour s'occuper d'un enfant, eh bien, on avance encore plus vers une égalité, pas seulement sociale, mais une égalité psychique, interne, entre les hommes et les femmes. Et si je pense que les hommes ont à y gagner, c'est que ce que ça ouvre en eux, ce que le rapport avec l'enfant, avec le petit enfant ouvre en eux, est tout à fait extraordinaire sur la façon dont ils se positionnent par rapport à leur monde interne, par rapport à leur monde émotionnel. C'est-à-dire que plus les pères sont amenés à s'occuper des enfants et à s'occuper des enfants petits, plus ça les centre différemment à l'intérieur d'eux-mêmes, plus ça les rapproche finalement de ce qui est essentiel pour eux, et plus ça les décentre de ce qui est censé être le destin masculin, c'est-à-dire très orienté vers l'extérieur, vers le combat, vers la puissance, vers la domination, etc. Et dans vos consultations, dans votre quotidien, est-ce que c'est des choses qui s'entendent? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est plein de résistance dès que ce genre de thématiques sont abordées dans des répartitions inégales qui se transforment en crise familiale finalement? Et je pose une deuxième question en une, qui est que j'imagine que vous avez
tas d'arguments pour régler ces situations. Est-ce que le développement de l'enfant, autrement dit ce que l'enfant a à gagner, lui aussi, parce qu'au bout du compte, on parle de l'enfant, est-ce que ce sont des choses qui peuvent permettre aux hommes, aux pères, d'entendre qu'il faut qu'ils changent quelque chose Mais, alors, par rapport aux résistances, c'est pas... Il y a des résistances, bien évidemment. Il y a des résistances de tous les côtés. Mais il y a énormément de contradictions. C'est quand même un chantier. Ce chantier des rapports entre les hommes et les femmes et de ce qui relève du masculin et du féminin et de ce que c'est même que le masculin et ce que c'est le féminin, on voit à quel point ça traverse tous les plans de la société. On sort encore là de débats extrêmement passionnés entre les balances ton porc et les j'ai le droit d'être importuné. Enfin, on peut plaisanter autour de ça, mais on voit bien que ça traduit un profond questionnement et de profondes contradictions à l'intérieur des hommes et des femmes par rapport à la façon dont ils se représentent et dont ils se représentent ce qu'ils sont en tant qu'hommes et en tant qu'hommes et ce qu'ils attendent de l'autre en tant qu'homme et en tant que femme. Et alors ça, je le vois beaucoup toute la journée. C'est-à-dire, moi, je vois énormément de couples et de jeunes couples qui sont en crise autour de la naissance d'un enfant. Et j'entends surtout ces contradictions. C'est-à-dire, effectivement, mais je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire tout ce moment où on se dit c'est moi qui sais, c'est moi qui peux faire. Et puis ce moment où peut-être on commence à céder et à dire on va laisser l'autre développer ses compétences, même si je n'aurais pas fait pareil et même si je n'aurais pas fait tout à fait la même chose. Et du coup, ça devient son domaine et c'est plus le mien. Et c'est un sacré soulagement quand même. Et ça, c'est ce travail-là que font les couples en permanence. C'est-à-dire, c'est des négociations permanentes par rapport à la question de la complémentarité des compétences. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver des terrains qui ne soient pas les terrains balisés depuis la nuit des temps sur les compétences des hommes et des femmes, mais quelque chose qui soit l'invention du couple par rapport à ce qu'ils savent faire l'un ou l'autre. Et à partir du moment où ce terrain de négociation est possible, ben c'est tout bon pour l'enfant, parce que ça veut dire qu'il a vraiment deux parents qui sont dans une interaction constructive. Et ça, dans ce qu'il en observe, c'est considérable. Oui, en fait, plus généralement, c'est vraiment le grand débat sur repenser le masculin ou le faire évoluer. Je me tourne vers toi, Emma. Quelque part, quelle est la place notre place de militants féministes là-dedans? En fait, c'est quand même étonnant que ce soit à nous de poser cette question de la place de l'homme, du père. Comment faire pour qu'ils deviennent des alliés naturels? Je sais bien qu'il y en a plein, c'est pas le problème. Le dossier faisait l'écho de centaines de papas qui n'attendaient que ça. Bon, le fait est qu'on n'en est quand même pas tout à fait là, quoi. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait que les hommes auraient beaucoup à gagner à laisser tomber un peu les injonctions de masculinité qui les font souffrir. L'obligation d'être fort, d'avoir un statut social, d'être celui qui ramène le plus d'argent à la maison, de l'impossibilité d'exprimer des émotions autres que colère et satisfaction. Et je pense impossibilité dans laquelle les violences prennent leur source. Mais il y a un intérêt, cet intérêt qu'ils auraient à laisser tomber ça, il y a un intérêt qui est plus fort que ça, qui est un intérêt qui est construit, je pense, dans notre société, de sauver sa peau, parce que on a tous besoin d'argent pour vivre actuellement, on a besoin d'un boulot, on a besoin de cotiser pour avoir une retraite, et que les hommes, pendant que leurs femmes gratuitement s'occupent des enfants et de la maison, ils accumulent ces points, ils construisent cette carrière qui leur permet d'avoir ce statut qui est un peu malheureusement une question de survie une fois vieux, quoi. Et donc à mon avis c'est ça qu'il faut déconstruire, hein. C'est aussi la masculinité, donc ça je pense que les hommes ont à travailler là-dessus, mais il faut qu'ils aient intérêt à le faire, et actuellement on se retrouve avec des femmes qui sont arrêtées pour élever les enfants et qui se retrouvent à la retraite obligées de travailler encore parce qu'elles n'ont pas cotisé suffisamment. Je comprends que les hommes n'aient pas envie de se retrouver dans cette situation, et donc je pense qu'il faut réfléchir, c'est un petit peu ce que je défends moi dans le reste de mon travail, le temps de travail, la répartition du travail, l'utilité de certains métiers pour revenir à quelque chose de plus essentiel qui nous laisse du temps pour le reste. Mais
en fait, c'est là que, autour de la table, moi j'ai été ravie de voir que des politiques s'emparaient du débat, mais en fait c'est presque un sujet dont les syndicats doivent se saisir, qui doit toucher tous les univers du monde professionnel. Est-ce que, Hélène, dans les nombreux travaux finalement que vous avez faits qui tournent autour de ces questions, vous avez senti un intérêt du monde de l'entreprise qui a peut-être aussi à y gagner, je ne sais pas. Il y a un intérêt parce que certaines entreprises proposent plus que ce que prévoit la loi. On a Ikea récemment qui propose ces 5 semaines. Si on regarde aux États-Unis, Apple et Facebook proposent énormément de choses autour de ça. Donc, toutes les grosses entreprises et beaucoup dans les nouvelles technologies sont très inventives sur ces sujets-là pour proposer des droits pour le père, la mère. Il y a énormément de choses. Mais d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a un retour sur image très fort pour ces entreprises. Donc, bien sûr, si Ikea propose ça, ça semble un peu évident qu'ils y gagnent plus qu'ils n'y perdent. Et puis, il faut voir que tout le monde ne travaille pas dans des très grosses entreprises. Donc, déjà, en France, on est dans un pays où le salariat est relativement important. Donc, une grosse partie des gens qui travaillent sont couverts par un système de sécurité sociale qui fonctionne plutôt bien, quoi qu'on en dise. Et puis, il y a quand même aussi des gens qui sont indépendants ou voilà, qui ne sont pas dans le cadre du salariat ou qui sont très précaires et qui, du coup, n'ont pas les mêmes droits. Donc, déjà, il faut quand même bien voir que si les entreprises s'investissent, seuls les grandes le font et ça ne suffit pas pour couvrir tout le monde. Or, le projet qu'on a là, c'est de discuter de droits qui seraient accessibles pour tout le monde. Si on veut changer la division sexuée du travail dans nos sociétés, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent chez Ikea qui doivent... voilà. Donc, il y a un intérêt dès lors que financièrement ou disons en termes d'image ou indirectement, il y a un retour sur cet investissement que font les entreprises. Donc c'est certainement pas sur ça qu'il faut compter. Même si à l'origine les entreprises, disons les employeurs sont à l'origine du système de protection sociale, si on regarde au 19e siècle, néanmoins aujourd'hui c'est quand même l'État social qui décide pour tous et pour toutes des droits auxquels nous avons accès et de les financer. Parce que évidemment le problème est souvent là, comment financer ces droits. Donc la question du congé paternité, elle doit être mise sur la table comme à la fois un droit des travailleurs. C'est pour ça que la question de l'obligation, moi, me semble importante, parce que la raison pour laquelle le congé maternité est en partie obligatoire, c'est pour protéger les femmes sur le marché du travail, pour éviter qu'elles soient dans une situation de domination vis-à-vis de leur employeur et que leur employeur leur dise « tu y as droit, mais je ne veux pas que tu prennes ce congé ». Il n'y a pas de possibilité de négociation là-dessus, puisque 6 semaines du congé sont obligatoires. L'employeur n'a pas le droit d'employer une femme pendant cette période-là. Donc, ce qui permet d'éviter ce type de problème. Donc, exactement, le rendre obligatoire pour les pères aussi, c'est une façon. Pour les quelques pères qui voudraient mais qui ne le prennent pas, il n'y en a pas beaucoup parce que 7 sur 10 le prennent, donc il ne reste que 30% qui ne le prennent pas. Chez les indépendants, je crois que c'est 3 sur 10. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est plutôt une question financière, je pense, davantage qu'une question... mais la question de l'obligation, c'est vrai qu'une partie de ces 30%, c'est des jeunes pères qui se disent « si je le prends, je suis quand même un des rares autour de moi à le prendre, c'est pas un bon signal que j'envoie, donc je ne le prends pas ». Il ne faut pas non plus se leurrer, dans ces 30%, il y en a qui ne veulent pas le prendre. Donc, il suffit de voir des réactions relativement mitigées sur ces propositions-là. Moi, j'entends beaucoup la liberté de chacun, les préférences de chacun, etc. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, sur la question de l'obligation, sortir de cette idée de liberté de chacun, parce que là, on est sur une question plutôt de protection des travailleurs. Peut-être certains ne veulent pas de cette protection, mais c'est mieux pour tout le monde. Donc, il y a une question sociale qui dépasse la question des préférences individuelles. Et sur la question de l'allongement, il y a la question du financement, parce que c'est souvent ça qui est mis en avant. Le problème, c'est que ça va coûter et que souvent, monsieur gagne mieux sa vie que madame et que du coup, s'il s'arrête de travailler, etc. Donc la question du financement, c'est sûr qu'il faut essayer de le coordonner avec le congé maternité. Et puis, alors ça dépend de combien on l'allonge. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne seront pas possibles si on ne remet pas sur la table un certain nombre de dispositifs. Donc je ne vais pas vous faire l'état des lieux de ce qui pourrait être fait. Mais voilà, en tout cas, l'argument de financement n'est pas recevable si on se donne la peine de regarder ce qu'on peut réformer pour financer ce type de projet. Le fait est que vous avez chiffré, vous êtes peut-être la seule chercheuse en France, je ne dis pas de bêtises, qui a chiffré ce que coûterait un allongement de... alors,
11 jours obligatoires, puis 4 semaines, puis 6 semaines. Je crois que vous aviez. Voilà, alors comme 11 ça. jours obligatoires, mais enfin, c'est vraiment un chiffrage non, très mais- grossier. Et par ailleurs, le Haut Conseil à la famille a sorti des chiffrages identiques récemment. D'accord, très bien. Le rendre obligatoire, le surcoût est de l'ordre de 120 millions. Donc, c'est Ok. voilà, c'est pas énorme. Le congé maternité, c'est 3 milliards. Voilà. Oui, voilà. Donc là, Et pour verser au dossier, on peut préciser pour l'Assemblée que la branche d'assurance maladie qui s'occupe du congé maternité est aujourd'hui à l'équilibre. Donc ce ne serait pas complètement délirant que d'envisager une réforme. alors, le congé paternité est financé par la caisse d'allocation familiale. Ouais. Le congé maternité par la caisse d'assurance maladie. Et Ça, ça pourrait c'est pas se historique. regrouper. Ouais. Parce que, voilà, le congé maternité, historiquement, c'est une question de santé publique. Ouais. Et le congé paternité, on a considéré que c'était une question de politique familiale. Mhm. Mais bon, c'est toujours des fonds publics avec le même source de financement qui sont les cotisations des salariés. Donc, voilà, sur le coup, le rendre obligatoire aujourd'hui, tel qu'il est, 11 jours, franchement, c'est pas la fin du monde. Par contre, l'allonger, le rendre obligatoire, là, c'est sûr qu'on commence à avoir, voilà, moi, dans mon chiffrage, si on allonge le congé paternité à hauteur de la partie obligatoire du congé maternité, c'est-à-dire 6 semaines, on est à 1,2 milliard. Donc là, on est quand même sur des chiffres où il faudra réformer d'autres choses. Voilà. Mais il y a des choses qu'on peut réformer pour trouver... Oui, et puis il y a des pays qui viennent de réformer. Enfin, je pense au Portugal qui... si je comprends bien, ressort assez souvent parce qu'on est dans un système qui est finalement pas si éloigné du système français. Et donc, ils ont allongé, je crois que c'est une quinzaine de jours qui sont devenus obligatoires pour les pères. Et une autre petite nuance étant que les mères peuvent céder, il me semble, un bout de leur congé maternité. Ça, c'est deux choses très intéressantes. Le Portugal a d'abord changé le nom, donc c'est intéressant parce que c'est plus congé paternité, congé maternité. Alors, je sais pas, je ne parle pas portugais, mais c'est le congé d'arrivée de l'enfant, quelque chose comme ça. Dont une partie, en fait, correspond de fait au congé maternité. Donc, les femmes ont bien leurs droits, parce que bien sûr, c'est quand même les femmes qui sont enceintes et qui accouchent. Il ne s'agit pas d'enlever ces droits-là aux femmes. Néanmoins, deux choses intéressantes. Donc, le congé paternité dure 20 jours de mémoire. Et les mères peuvent transférer une partie du congé, du congé naissance post-natal à leur conjoint si elles le souhaitent. Ça, c'est typiquement une mesure qui coûte 0, donc qui laisse plus de liberté aux gens, qui sera potentiellement, je ne pense pas très utilisée, on ne va pas se mentir, mais voilà, c'est quand même un signal qui peut être envoyé, il n'y a pas d'argument financier derrière ça. Bon. Alors après, il faut faire un peu, alors voilà, c'est ça, il faut faire confiance au couple pour qu'on ne soit pas dans une forme de prédation interne au couple pour qu'ils se disputent et savoir qui, voilà. Mais l'idée du congé transférable, c'est que la mère, si elle le souhaite, et c'est évidemment la mère qui peut le proposer, en aucun cas, le père peut exiger. Donc, la mère peut proposer de transférer une partie de son congé maternité. Dans le cas de la France, ce serait intéressant parce que le congé pour 3e enfant, il est très long. Les femmes ne le prennent pas jusqu'au bout. Donc, pourquoi pas proposer, voilà, commencer par là. Ça vous paraît, Serge Effès, ça vous paraît quelque chose d'intelligent, puisque vous voyez, en tout cas de faisable, à vrai dire, humainement, encore une fois, par rapport à ce que vous pouvez entendre. Oui, puis ça paraît tellement évident que ça paraît même étonnant qu'on ait besoin de discuter autour de ça. Mais effectivement, moi je croyais que le fait de pouvoir... Que les pères puissent prendre une partie du congé autour du 3e enfant, c'était déjà quelque chose d'acquis. Mais alors j'apprends que ça ne l'est pas. Ah non. Le droit est pour la mère. Donc, le droit sauf n'est si que la pour mère la mère. décède. Il a le droit de récupérer. Voilà. En cas de décès de la mère, D'accord. le père peut récupérer. Donc il faut tuer sa conjointe pour pouvoir avoir le droit à ça. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'avec le mariage pour tous, les couples de même sexe Oui. ont droit le 2e, pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça devient un congé 2e par an, parce que on a droit à ce type de congé dans ce cadre-là. Je pense qu'on va doucement ouvrir le débat à la salle. Mais avant de le faire, j'ai commencé par introduire cette discussion en parlant de quelques annonces, en tout cas positionnements récents venant du politique. Oui, c'est tout d'ailleurs, ça venait que du politique. J'avais envie de te poser la question, Emma, selon toi, quels sont les leviers aujourd'hui, parce que c'est un sujet, en fait, je te pose la question parce que tu en as beaucoup parlé, me semble-t-il. Donc, vers qui
peux-tu conseiller de se tourner pour continuer cette espèce de lobbying pour une réforme? Est-ce que tu as connaissance de partis plus réceptifs que d'autres, tout simplement, ou d'associations qui se positionnent particulièrement là-dessus? Moi, j'ai pas un grand espoir dans les partis politiques, donc je dirais non. Ce que je constate, c'est que quand les citoyennes et les citoyens se saisissent d'un sujet, les partis finissent par bouger parce que ça leur fait des voix et que c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé avec la charge mentale, hein, c'est que tout le monde en a parlé, du coup les médias en ont parlé, du coup les politiques, moi, m'ont contacté pour voir s'il y avait moyen de récupérer le truc pour... voilà. Et du coup, il y a eu beaucoup d'actions, hein, de la part de citoyennes, de citoyens, avec Cosette, avec des signataires un peu partout, pour montrer que c'est un sujet d'intérêt. Et du coup, moi, derrière, j'ai été recontactée par des partis politiques pour se saisir de ce sujet-là. Donc moi, je conseillerais de s'adresser à ceux qui ont le pouvoir en ce moment. Mais avant ça, il faut être nombreuses et nombreux à soutenir l'idée. Et moi, j'étais j'étais hyper contente de voir que Thibaut avait entamé la pétition après ma BD. J'ai été bien triste de constater que c'est surtout des femmes qui signaient au départ. Alors, je ne sais pas comment ça a évolué ensuite. Et donc, je pense qu'on a un gros travail à faire. Et malheureusement, c'est les personnes qui souffrent, hein, d'être seules en congé qui vont être moteurs de ça, mais il y a beaucoup de travail à faire de la part des femmes, donc pour montrer à nos conjoints, donc je parle de couples hétérosexuels, montrer à nos conjoints que c'est pas pour leur plaisir à eux qu'il faut qu'ils soient là, c'est pour nous aider. C'est pas un droit qu'ils ont, c'est un devoir. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. On en parlait avec ma pote Amandine en arrivant, qui disait qu'elle avait discuté avec des hommes qui disaient qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait volé leur paternité en les privant de ce congé. Moi, je pense que ce qu'on ressent, nous, mères, c'est qu'on nous a volé notre maternité en nous laissant seuls à la maison, et que du coup, il est important que il n'y ait plus de possibilité, je pense, pour les pères de ne pas prendre ce congé sans se sentir un peu coupable. Parce que moi, j'ai évolué dans un milieu ingénieur et je sais qu'il y avait beaucoup ce discours de la part de mes collègues hommes de je fais le valeureux sacrifice de ne pas être auprès de ma famille et de retourner au travail parce que c'est bien pour la communauté et c'est bien pour mon entreprise. Et du coup, non seulement leurs femmes, elles se tapent tout le boulot à la maison, mais en plus, eux, ils se font plaindre parce que ils n'ont pas le plaisir d'être avec leurs petits. Donc je pense qu'il faut vraiment que nous, jeunes mères qu'on élève, et moins jeunes, qu'on élève la voix pour dire non, c'est pas un plaisir, c'est dur, il faut que vous soyez là. Il faut qu'on soit au moins deux pendant cette période, qu'on montre cette souffrance qu'on a cachée quand même sur des générations, je pense, pour que tout ça s'exprime en termes de devoir et pas d'envie ou de plaisir. Parce que la sémantique de l'envie ou du plaisir laisse la porte ouverte à prétendre se sacrifier, se priver de ce plaisir et du coup laisser la mère un peu en difficulté. Juste quelques mots pour rebondir sur cette histoire de sacrifice. C'est-à-dire que dans le sacrifice, il y a sacré. Et on touche sur ces questions-là, et c'est là où c'est très complexe, à des territoires qui sont sacrés pour les hommes comme pour les femmes, dans leur représentation de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme. Et c'est cette dimension-là qui est, je crois, la plus complexe à changer dans l'ensemble des représentations sociales. C'est-à-dire, effectivement, on peut voir que l'homme qui reste au travail et qui refuse un congé paternité, c'est pour égoïstement amasser des points, pour pouvoir avoir comme ça une carrière plus prestigieuse et augmenter sa puissance sociale. Bon, mais il y a aussi une dimension sacrée chez les hommes autour de ça, autour de cette valeur-là, c'est-à-dire cette valeur qui est vraiment ancestrale, qui est ancrée depuis la nuit des temps, qui est « je suis celui qui se sacrifie pour pouvoir ramener la pitance à ma femme et à mon enfant ». Alors ça paraît un peu comique quand on le dit comme ça aujourd'hui, mais ça ne l'est pas parce que, même s'ils ne vont pas le formuler comme ça, c'est quelque chose qui est très très fortement ancré chez eux et que pour
de la même façon que le sacré de la femme autour de son enfant, enfin autour du sacré maternel, enfin c'est quand même dans toutes nos représentations les plus ancrées depuis toujours. Donc, comment dire, c'est bien, on avance sur le plan social et qu'on impose et des congés paternité obligatoires, etc. Mais toucher ces dimensions-là, c'est vraiment un travail de fond, un travail très patient, un travail très long qui, petit à petit, va permettre de créer des représentations alternatives. Complètement, mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. C'est là qu'on est en plein dans cette période, ce débat post-Weinstein, quelque part qui signifie qu'on est en demande de nouvelles images et pour le dire très simplement, peut-être d'une création artistique à l'image aussi des films avec des papas, ou des deux parents, que sais-je, une banalité de la double parentalité, quoi. Bon, voilà, si quelqu'un est réalisateur et veut faire un film, on le financera. Je vais donc donner la parole. Alors, il faut que je vous donne le micro, je pense. Bonjour, vous pouvez peut-être vous lever si ça aide. Oui, je veux bien. Oui, ça va un peu dans la suite de ce qu'elle a dit, mais je voulais poser une question tout de suite, justement, avant d'aborder le fond. Une question de forme, j'ai pas remarqué en rentrant qu'il y avait si peu d'hommes. Il y a, avec les doigts, moins des deux mains, et en plus, je crois qu'il y en a qui doivent être des gens de la maison. Donc, et alors, vraiment, ça me pose un problème. Alors, je sais pas, moi, je viens assez souvent à des choses qui se passent ici. Je regarde pas non plus s'il y a l'équilibre. Je regarde la tribune, ça, je regarde toujours, mais parmi les intervenants. Mais je ne regarde pas qui est dans la salle. Il me semble qu'en général, il y a quelque chose de pas loin de l'équilibre. Hein, vous confirmez ? Bon. Alors, ça me pose un problème parce que, donc, d'une part, moi, je suis venu parce que j'ai lu dans le programme du Maïf Social Club, où je viens souvent parce que les sujets sont intéressants. Celui-là m'a intéressé. Par ailleurs, vous, Cosette, vous en avez sans doute parlé, vous avez fait de la pub. Vous êtes plus surtout par des femmes, mais aussi par des hommes. Mais je pense aussi que la majorité de la publicité, comme ce soir c'est la nuit des idées, donc il y a un programme national qui est apparu sur Internet, sur le site de la ville de Paris, il y a une série de débats. Bon. Et dans le titre, il y a marqué paternité. Donc les gens qui choisissent, s'ils s'intéressent au football ou au cheval, si dans le titre des débats ils voient cheval ou football, ils vont regarder, ils vont éventuellement venir. Donc on peut se demander pourquoi la paternité, ça n'intéresse pas aussi peu d'hommes, en particulier par exemple justement des jeunes pères par exemple, ou des pères qui sont, des garçons qui vont bientôt être pères. Enfin, on peut penser que c'est un sujet qui devrait les intéresser. Donc, moi, ça me pose un problème. Hein. Ça me Ils ne sont surprend. pas sortis du travail. Ils sont en train de défendre leurs valeurs sacrées en continuant à travailler jusqu'à 18h du soir. Non, mais on va poser la question sur nos réseaux. Où étiez-vous ? Où étiez-vous littéralement ? Où étiez-vous hier ? Je ne sais pas si ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. Mais vous êtes étonné autant. Très, oui, bien sûr. Enfin. Moi, pas trop. Moi non plus. Malheureusement, c'est mauvais signe. Mais moi, je pense quand même que... Alors, je ne sais pas pour les femmes qui ne sont pas encore mères, mais une fois qu'on a vécu cette période très difficile du congé maternité, c'est un truc qu'on a du mal à oublier. Moi, je milite encore pour ça. Mon fils, il a 6 ans. Je pense que pour mon copain, il s'est rendu compte que c'était trop court. Mais voilà, il a oublié parce que lui, il n'a pas... moi, quand j'y repense, ça me reprend aux tripes, cette solitude et tout ça. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile d'appréhender l'urgence, la nécessité vraiment d'être deux dans cette période-là. Et ça, moi, c'est ce que j'essaye de faire en dessinant, mais il faut vraiment continuer de le dire. Faut que ça rentre, quoi. Que c'est vraiment, c'est pas naturel. C'est une période de souffrance et de faiblesse extrême. Plus on le dira, plus je pense que le message passera. Merci. Pour te répondre, Emma, alors je suis celui qui avait lancé la pétition, la première pétition. Pour te répondre, c'est à peu près comparable à cette salle, c'est-à-dire 20%, 25% d'hommes qui signent la pétition, à peu près. Moi, j'ai un deuxième clivage dont j'aimerais parler. C'est quand j'en parle autour de moi,
sur notre génération, c'est très réceptif. Globalement, les gens comprennent, les hommes comprennent aussi. Par contre, quand on monte dans les générations, qu'on dépasse 40 ans, et il y a un deuxième qui va dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont plus de 40 ans dans cette salle. Non, mais il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Vraiment. Mais non, mais réellement, notre génération, les gens sont plutôt réceptifs au sujet, et au-dessus, pas du tout. Donc je voulais poser un peu la question aux psychologues. Est-ce que c'est une question aussi de génération? Est-ce que les générations précédentes ne voyaient pas le problème et on commence à le voir à notre génération? Je ne sais pas. C'est quelque chose que je ressens, mais voilà. Ah bah oui, incontestablement. C'est-à-dire, on peut avoir la vision pessimiste de dire rien ne bouge et c'est toujours la même chose, etc. Mais enfin, quand même, quand on regarde les choses, ça a quand même beaucoup changé. Alors, peut-être pas très exactement si on mesure le temps passé auprès des nourrissons, l'investissement, etc. Mais psychologiquement, en 2 ou 3 générations, alors moi j'ai même carrément beaucoup plus que 40 ans, donc je suis plutôt de la génération d'avant, donc c'est même assez réjouissant de voir à quel point ces représentations de la paternité, en 3 générations, elles ont... Moi je vous donne juste un exemple. Il y a, à la génération de mon père, par exemple, un homme qui voudra assister à l'accouchement de sa femme et voir naître son enfant, on le considérait comme un malade mental. C'est-à-dire, on disait, mais qu'est-ce qu'un homme peut avoir l'idée d'être là à ce moment-là, qui est un lieu du féminin? C'est la mère de la femme qui doit être là, mais sûrement pas son mari. Et aujourd'hui, un père qui refuserait d'assister à l'accouchement de son enfant, il passerait, lui, pour un type un peu, voilà, un peu borné, un peu bizarre, un peu rétrograde, un peu phobique, un peu je sais pas quoi. Donc, vous voyez, déjà sur cet exemple-là, la façon de se représenter le père dans son rapport au corps de l'enfant, elle a beaucoup bougé. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres exemples un peu de ce type-là qui montreraient cette évolution générationnelle, vous avez raison, très forte. Et bien souvent, d'ailleurs, moi qui m'intéresse beaucoup à la famille, aux droits de la famille, etc., on voit que le législateur a plutôt tendance à suivre les mentalités plutôt qu'à les impulser. Donc effectivement, je pense que c'est le moment de se battre pour que les choses changent sur le plan législatif. Le ministère de la Santé s'est quand même montré relativement réceptif. Je me tourne vers la directrice de la rédaction de Cosette qui a mené aussi, toqué à leur porte sans relâche. Ça n'a pas été hyper... Mais eux étaient beaucoup plus réceptifs que le secrétariat d'État... Oui, alors ils sont réceptifs, mais pour le moment, il n'y a rien de concret non plus, quoi. Donc, on ne va pas être pessimiste, mais faut pas lâcher, quoi. Bonjour, je m'appelle Amandine. Je voulais donner ma contribution à la question pourquoi est-ce que ça bouge aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de remonter à l'histoire du féminisme et à l'histoire de la naissance. Le féminisme n'a pas attaqué ces questions de la maternité parce que dans les années 70, la question c'était l'avortement et la contraception, et les féministes de l'époque le disent très bien. Je vous encourage à lire Les mots des mères d'Yvonne Knieviller, où en gros même les féministes qui n'étaient pas essentialistes, qui étaient du côté de Simone de Beauvoir, quand elles devenaient mères, elles avaient l'impression de trahir leur camp. C'était pas comme on pouvait choisir en théorie de devenir mère, ensuite il fallait l'assumer, ça passait du domaine du privé. Les générations, alors peut-être cette génération-là, c'était encore le cas, les générations d'encore avant, vous parlez des mères présentes dans la salle d'accouchement, les mères des jeunes, des parturiantes. Sur les générations précédentes, il y avait la collectivité des femmes qui étaient autour. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On peut râler parce que ça fait un moment qu'on a la pilule et compagnie, on n'a plus nos familles autour, on est toutes seules aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que là, c'est notre génération qui va l'arracher, le congé paternité. Parce que là, on a poussé trop loin. Aussi qu'il y a eu un moment assez long de ce combat qui a consisté, à s'approprier certaines choses dans la famille qui étaient laissées au père. Parlons du patronyme, en fait. Ça a été un combat. Donc, en fait, de redonner quelque chose au père maintenant, ça peut être vécu par certaines générations de féministes peut-être comme un
non-sens, ou en tout cas quelque chose qu'on n'avait pas investi, parce que déjà, il fallait au moins récupérer le droit à avoir son compte, son nom, que le père, voilà, il serait juste le géniteur, quoi. Comme si c'était un privilège. Alors, il y a certainement des enjeux de pouvoir, et je pense que les enjeux de pouvoir, ils sont encore plus présents quand on n'a pas déconstruit ces questions-là de rôle genré, qui sont aussi certainement présents dans les milieux plus modestes, où la parentalité, finalement, c'est quelque chose de finalement assez gratifiant par rapport au monde professionnel qui est très 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 difficile et beaucoup plus que dans les classes moyennes et au-dessus. Donc oui, il y a des enjeux de pouvoir, mais je pense que justement avec l'argument de dire, de demander aux hommes de nous soutenir, de dire qu'il y a un intérêt en termes de bien-être de tous, de bien-être de la famille, de non-explosion des familles, je pense que c'est un bel argument. Et c'est aussi un argument c'est aussi une force. On sera plus fort politiquement quand on aura arrêté dans les couples de se battre pour qui a fait ci, qui n'a pas fait ça, étant encore ceci, étant encore cela. On sera beaucoup plus fort. Est-ce que tu es la Amandine donc du collectif Alors voilà, oui. Du coup, j'en profite pour faire ma pub. Donc, je suis l'Amandine qui témoigne dans le podcast de Charlotte Bien-Aimée, et je participe à la formation d'un collectif qui est tout naissant, et on commence un travail pour essayer de mesurer les forces et les personnes qui ont envie de s'investir sur ce sujet-là. Donc, l'idée, c'est de militer pour une parentalité féministe, en prenant les questions de la maternité et de la parentalité d'une façon assez globale. Donc, j'ai apporté la tribune là, on a travaillé sur une tribune avec une série de revendications. L'idée, c'est de demander le respect des parturientes au moment des accouchements, enfin toute la question des violences gynéco-obstétricales, les questions de congé paternité et également de soutien à la parentalité. Voilà. Donc je pourrais la diffuser avec plaisir. Est-ce que quelqu'un veut le micro? Toujours plus, non? Donc, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis professeure des écoles dans le 18e, à Montmartre. Donc, c'est un milieu qui est très favorisé, etc. Je le vois bien en début d'année avec la fameuse fiche, etc., individuelle pour que les enfants se présentent. Voilà, les pères sont souvent donc, soit PDG, soit ils sont tout le temps en voyage. Quand on demande aux enfants, papa rentre quand il fait nuit, etc. Et c'est vrai que, donc, du coup, avec les nouveaux rythmes scolaires, donc le mardi, le vendredi, on termine à 15h, et le lundi et le jeudi à 16h30. Et donc, je débute dans le métier, et j'ai eu la surprise vraiment de voir qu'en début d'année, les pères étaient assez présents. Il y avait une sorte d'équilibre à la sortie de l'école à 16h30. Donc, on voyait pas mal de pères. Et j'ai l'impression d'en voir de moins en moins. Alors, à 15h, j'en ai quasiment jamais vu. Moi, dans ma classe, c'était beaucoup de mères, beaucoup de nounous également, parce qu'on imagine bien qu'à 15h, c'est compliqué. Mais il y avait en début d'année quand même des papas qui ne sont plus là aujourd'hui. Et ce que je voudrais également évoquer ce soir, c'est que quand on demande aux enfants, quand on les fait parler au cours d'une leçon, etc., souvent, il ressort des choses comme... c'est maman qui m'a dit. Et dans ces cas-là, c'est maman m'a dit de te dire, maîtresse, qu'aujourd'hui je resterai pas au goûter. Ou alors maman m'a dit de dire qu'il fallait être gentil avec Guillaume parce que Guillaume, en fait, il est triste à la maison, etc. Et quand il sort des choses un peu scientifiques, ou pour, je ne sais pas moi, citer la vitesse de la lumière ou combien il y a de planètes dans le système solaire, c'est c'est papa qui m'a dit. Et en fait, quand on fait le point, c'est vrai que c'est souvent tout ce qui ressort, lorsque l'enfant cite de toutes ces conversations, etc., avec ses parents, c'est souvent tout ce qui touche un peu de l'éducation morale et civique, ou de la santé qui lui provient de sa mère. Et papa, c'est beaucoup du savoir ou les devoirs, énormément. C'est les devoirs, j'ai fait ça avec papa. Tous les mots dans le cahier, c'est que des écritures de maman, etc. Et c'est vrai que donc moi, j'ai 26 ans, je suis pas très vieille non plus. Mais déjà, il y a quelque chose qui me fait quand même un petit peu plaisir dans ce que je raconte, c'est que moi, j'ai aucun souvenir de mon père qui vient me chercher à l'école.
pareil pour mes amis, je ne les voyais pas, je n'étais pas jalouse du tout de mes amis, etc. Aujourd'hui, on en voit des pères, excusez-moi. Donc ça change, mais moi je sens bien encore cette espèce de déséquilibre au niveau de la présence et des rôles aussi au sein de la famille. Donc je voulais juste évoquer ça, un témoignage. Peut-être juste pour illustrer un peu ce qui est dit sur les changements en termes de génération. Il y a une enquête de l'INSEE qui est l'enquête emploi du temps, donc qui permet de mesurer, bien sûr ça ne mesure pas ce qu'il y a dans la tête, mais ça mesure le temps que les gens consacrent à différentes tâches extrêmement précises. C'est vrai, quand on regarde les générations, les hommes sont un peu plus investis dans l'éducation des enfants, pas tellement dans les tâches domestiques et familiales. Donc c'est 4 minutes de plus entre 1999 et 2010 que les hommes ont consacré. Par contre, le temps des femmes a beaucoup baissé, pas parce qu'on fait livrer ses courses, parce qu'il y a Internet, parce que voilà. Donc les femmes passent moins de temps à ce temps-là, mais les hommes n'en consacrent pas plus. Donc il n'y a pas tellement, le rééquilibre se fait parce que les femmes en font moins. Et quand on regarde le temps que les parents consacrent aux enfants, ça c'est un phénomène assez intéressant. Les hommes ont augmenté leur temps consacré à l'éducation. Par contre, toutes les choses pénibles, ils ne font pas plus. Hein. Donc, le rendez-vous à la dernière minute chez le médecin, acheter les fournitures scolaires, ça, ils ne font pas. Par contre, effectivement, aller chercher à l'école, emmener à l'école, aller à chercher à l'école, souvent pas, hein, parce que ça, c'est beaucoup plus contraignant. Déposer à l'école le matin, ça, les pères le font beaucoup. Alors, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, ils ne le faisaient pas du tout. Donc, c'est mieux qu'avant. Mais ça relativise quand même un petit peu cette notion de nouveau père, parce que c'est pour les trucs hyper sympas. Parce que pour les trucs pas sympas, par contre... Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est que le temps que les mères consacrent à l'éducation a aussi augmenté. Donc, l'investissement des parents dans l'éducation de leurs enfants a changé, mais c'est vrai aussi pour les mères. Là, je parle vraiment du temps d'éducation au sens ce qu'on veut transmettre à son enfant, la façon dont on veut être présent avec lui ou pas. Donc, les deux parents. Donc, ça, ce temps-là, qui est le temps le plus sympa, c'est pour ça qu'on a des enfants, voilà, ce temps-là, j'ai envie de dire, il commence à se partager un peu. Mais par contre, pour avoir ce temps-là, il y a quand même tout un ensemble de choses à faire. Et ce temps-là, il n'est pas du tout partagé. Et il n'y a pas de dynamique massive de nouveaux pères de ce point de vue-là. Les nouveaux pères, c'est vraiment, et c'est déjà une première étape, hein, c'est vraiment sur cette partie de nouvelle paternité, voilà, cette parentalité qu'ils investissent, et c'est déjà bien. Par contre, derrière, il y a aussi tout un ensemble de choses à faire. Je trouve que voilà, c'est important de souligner ce point. Mais c'est peut-être une étape. Hein, oui, alors je ne suis pas négative. Côté un peu pessimiste, je crois que les mêmes constats sont faits, par exemple en Norvège, en Suède, avec du recul, sur plusieurs années, voire plusieurs décennies de congés paternité beaucoup plus long que ce qu'on a. Et les résultats, en fait, de la répartition des tâches ou du travail parental montre pas une révolution, ça indique plutôt ce que vous venez de dire, quoi. Il y a des c'est vrai moments que les privilégiés. études, sur les pays nordiques qui ont des dispositifs de partage de congés, alors le pays le plus emblématique, c'est l'Islande, hein, c'est 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, 3 mois à partager. C'est le pays dans lequel les pères prennent 40% de l'ensemble du temps de congé. Donc, ils ne sont pas à la parité, mais c'est pas loin. Alors, les études, il n'y en a pas non plus énormément parce que les données qui sont demandées pour faire des études robustes ne sont pas toujours disponibles. Mais les études qu'il y a sur est-ce que ça a un impact sur la carrière des femmes? Pas tellement. Est-ce que ça impacte un petit peu négativement sur la carrière des hommes, hein, mais comme les femmes continuent quand même, voilà, donc ça a un impact aussi sur la carrière des femmes. Et ça ne change pas énormément la division sexuelle du travail dans les couples. Sur le long terme. C'est pas très encourageant, c'est vrai, quand on voit ces études. Après, voilà, c'est quelques études, il faut pas... Voilà, c'est quand même encourageant de se dire qu'ils travaillent moins. Enfin, moi, je trouve ça voilà. Très bonne... Non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Un tout autre à fait. rapport au temps de travail. Mais c'est vrai qu'on se serait attendu à quelque chose d'un petit peu plus transformatif, et c'est moins transformatif que... Ce qui est sûr, c'est que si on ne le fait pas, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Est-ce que quelqu'un veut livrer un témoignage ou poser une question ici? Je me tourne. Bonsoir, je voudrais juste revenir sur le financement pour savoir comment est-ce qu'on peut défendre le congé paternité, parce que moi c'est quand même le principal obstacle qu'on me renvoie à chaque fois dans la figure sur le financement. Et j'ai une autre petite remarque, il y a des pères qui ne prennent pas le congé paternité parce que finalement financièrement ils y perdent. Et du coup je pense que ça aussi c'est un autre frein, mais ce serait aussi un autre coût. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus. Et si nous, on veut convaincre des gens, il faut aussi qu'on soit pertinent dans notre argumentaire pour dire non, on peut financer, mais et comment? Merci. Alors, c'est vrai que le congé paternité est remboursé jusqu'au plafond de la sécurité sociale qui est de l'ordre de 2000 bruts, 2200 bruts, quelque chose comme ça.
et qu'au-delà, ça dépend des conventions collectives. C'est vrai du congé maternité. Cet argument, pour moi, il n'est pas recevable. C'est vrai aussi pour les femmes. Cette perte, elles l'ont aussi. Donc, ça peut pas être un argument pour dire je ne veux pas l'allonger ou je ne veux pas le rendre obligatoire. Ou alors, il faut vraiment alors faire en sorte que les femmes, toutes les femmes, ne voient pas de perte de salaire pendant leur congé maternité. Là, on est en train de... Voilà, je pense que cet argument est très souvent renvoyé. Mais il faut à chaque fois préciser, oui, mais ça, c'est vrai des femmes, et elles, c'est vrai pour 16 semaines. C'est pas vrai pour 11 jours, c'est pour 16 semaines. Donc, et certaines femmes, y perdent beaucoup. C'est un problème. Maintenant, on peut augmenter le plafond de la sécurité sociale. Ça, j'ai envie de dire, c'est un débat de redistribution, un débat de la place qu'on veut donner à notre système de sécurité sociale, des droits qu'on veut accorder. C'est un débat démocratique qu'on doit avoir parce que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, donc on ne peut pas tout financer. Donc il faut évidemment savoir ce qu'on veut faire. Bon, c'est vrai que pour tous ceux qui sont en dessous, c'est 100% du salaire qui est remboursé, enfin qui est pris en charge. Donc ensuite, quand on est au-dessus, on n'est pas non plus dans la misère. Hein. On ne va pas pleurer sur les cadres supérieurs qui vont prendre un mois. Voilà. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça le frein majeur. En tout cas, pour les cadres supérieurs bien rémunérés, même si en absolu, ils perdent beaucoup. Hein, je pense qu'en plus, c'est des pères qui sont souvent très investis dans l'éducation de leurs enfants, d'autant plus qu'ils sont éduqués. Donc, je ne pense pas que ça, ce soit un frein majeur. Mais de toute façon, ça se pose pour les femmes aussi. Maintenant, le financement global. Ça, c'est une question un peu compliquée parce que c'est vrai que c'est l'argument qui est toujours envoyé quand on veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit il y a des marges de manœuvre, mais il faut remettre beaucoup de choses sur la table. Alors, pas pour 120 millions pour rendre le congé à 11 jours obligatoire. Je pense que bon an, mal an, on peut se débrouiller, même si... on fait des coupes un peu partout qui ne sont pas trop visibles pour gagner de ci, de là quelques millions. C'est quelque chose qui serait possible et défendable par le ministère de la Santé ou le ministère de la Famille. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est possible à défendre. Si on va au-delà, il y a une question de financement qui se pose. 500 millions, 1 milliard, là, on n'est plus du tout sur l'épaisseur du trait. On est quand même sur des choses où il faut trouver les sous. Soit on peut avoir, mais ça, je ne pense pas qu'en France, on y soit prêt, un vrai débat sur les congés en général. Donc, il y a congé maternité, paternité, le congé parental. Le congé parental, il coûte 2,5 milliards. Le congé maternité coûte 3 milliards. Voilà, on peut se dire aussi, remettons ça à plat. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel droit? Pour qui? À hauteur de combien on finance? Donc là, il y a cette enveloppe, on peut la revoir. Le congé maternité pour le 3e enfant. Alors je sais qu'il y a beaucoup de réticences. On ne veut pas revenir sur des droits des femmes, mais peut-être que au 3e, il est peut-être un peu long. Elles ne le prennent pas toutes d'ailleurs. Donc voilà, peut-être qu'on peut aussi voir. Donc la possibilité de transférer, je trouve que c'est aussi une façon d'aller vers un système peut-être un peu plus ouvert. Mais voilà, ce qu'il faudrait faire pour répondre à cette question, qui est comment on finance. On finance en remettant un peu tout à l'ouvrage et en remettant tout sur la table et en reconstruisant des droits qui soient cohérents. Là, c'est vrai que cette idée d'allonger le congé paternité, on voit bien que c'est une étape et que ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va changer la donne. On voit bien déjà dans les pays nordiques, ça ne change pas fondamentalement, alors chez nous. Mais c'est une étape importante parce qu'on ne peut pas tout de suite dire là, dans le débat public, alors on va demander à l'IGAS de faire un rapport pour que congé maternité, congé paternité, congés parentaux soient tous remis sur la table et qu'on change tout. Parce que ça, personne ne va l'entendre, personne ne va le comprendre. Donc il faut y aller un peu progressivement. Mais pour aller plus loin, il faudra faire ça. Voilà. Il y a d'autres marges de manœuvre, par exemple du côté de la fiscalité des couples. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être vues, qui nous coûtent très cher. Ce n'est pas l'objet ici, mais c'est juste pour vous montrer que derrière la fiscalité des couples, il y a 2 milliards. On pourrait se dire aussi, je reviens sur l'imposition jointe des couples et je récupère des marges de manœuvre pour construire des congés parentaux égalitaires. Je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire. Je dis juste que ça montre que l'argument budgétaire, il est important, mais il ne faut pas non plus que ce soit un rebutoir à toute possibilité de réforme. Parce que réformer, ça veut dire qu'on rechange, on reconstruit des droits, on voit ce qui est possible. Et démocratiquement, on choisit qu'est-ce qu'on veut faire de ces enveloppes-là, de ces grosses enveloppes de redistribution de certaines familles vers d'autres, de certains ménages vers d'autres. Je pense que ce que vous dites est extrêmement important parce que, à la limite, s'il y a un moment pour faire du lobbying, pour tout ça, c'est quand même le bon moment parce que Emmanuel Macron, pendant sa campagne, a parlé de revoir la fiscalité de couple. Je le dis mal, mais enfin, il l'a évoqué. Et bien, face à Cosette, alors bon, peut-être que c'était un peu réducteur. Il savait qu'il... C'était pas dans son programme, en tout cas. Non, c'était rendre optionnelle l'imposition jointe.
Ah oui, non, mais c'était beaucoup. beaucoup Là, on plus est planifié, bien ok. sur du cosmétique. D'accord. Alors, on n'est pas du tout. D'accord. Donc je retire. Le deuxième chose qui a été quand même, en tout cas, abordée, parce que je ne sais pas où ils en sont à la rentrée, c'était une remise à plat des congés maternité au pluriel. Donc c'est d'ailleurs nous, à ce moment-là, qu'on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, parler d'une remise à plat des congés maternité sans évoquer à ce moment-là le congé paternité, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'on se dirait bien, bah voilà, pourquoi pas aller vers un truc à l'islandaise. Voilà, 3 mois, 3 mois, 3 mois, bien rémunéré. Par contre, du coup, il y aurait plus ce congé parental. Ouais. Donc ce qu'on appelle le complément libre choix d'activité, aujourd'hui la prépare, l'ancienne APE, enfin voilà, qui est un congé pas du tout bien rémunéré, voilà, un tiers de SMIC aujourd'hui, qui attire des femmes souvent en situation très précaire sur le marché du travail. Donc, évidemment, pour elles, il faudrait trouver une autre solution, c'est sûr, hein, parce que ça va les mettre en difficulté. Donc, il y a vraiment un effet j'allais dire puzzle. Il faut reconstruire un puzzle avec ce qu'on a. On a quand même de l'argent, on en dépense de l'argent. Maintenant, peut-être que la façon dont on dépense cet argent, c'était bien dans les années 70-80, mais qu'aujourd'hui, c'est plus ça qu'on veut. Donc, c'est pour ça, c'est ce que je veux dire par cet argument budgétaire, il n'est pas recevable, parce que voilà, l'État social français est suffisamment large et étendu pour qu'on puisse retrouver des marges de manœuvre. Simplement, il faut certainement abandonner des choses pour reconstruire de nouveaux droits. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou... Je ne vois personne. Pardon. Bonjour, merci pour toute votre intervention. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'actualité en ce moment. J'ai vu que la natalité, enfin le taux de natalité en France depuis quelques années baissait de façon assez continue. Donc aujourd'hui, une femme a 1,88 enfants. Enfin non, voilà, c'est le taux qu'on donne. Et il y a des politiques, notamment un monsieur qui s'appelle Monsieur Chiche, je crois, qui a évoqué le fait que on devait allonger le congé paternité pour pouvoir compenser cette baisse de la natalité, puisque les femmes en fait font des enfants de plus en plus tard. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'allonger le congé paternité pour réagir à cette situation? Moi, ce que j'avais compris de mes recherches sur le sujet en tant que journaliste, c'est qu'effectivement, ce qui pouvait sembler absolument pas nécessaire à la France dans une réforme de ce type, c'est que finalement, notre natalité se portant plutôt bien et plutôt mieux que d'autres pays d'Europe de l'Ouest, en fait, il n'y avait pas grand-chose à changer dans les politiques familiales. Donc, je ne sais pas si... je pense que voilà, vous pouvez préciser ça. C'est un sujet qui mériterait un débat, lui tout seul. Ce qui compte, c'est pas tellement la natalité, c'est est-ce que les gens arrivent à avoir des enfants. Mais la France n'a pas construit ses politiques familiales notamment sur cette base-là. Elle les a construites sur il faut que les gens fassent le plus d'enfants possible. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on fait beaucoup d'enfants en France ? C'est pas montré dans les études parce que c'est très compliqué de montrer si vous avez des pays, aux États-Unis, il n'y a pas de politique familiale et le taux de fécondité il est du même ordre que celui de la France. Puis vous avez des pays comme l'Allemagne où il y a une politique familiale très généreuse, pourtant les femmes ne font pas d'enfants. La question de la possibilité pour les femmes d'avoir une carrière et des enfants est centrale. C'est pour ça qu'en Allemagne, les femmes ne font pas d'enfants. En France, ce n'est pas le point, puisque c'est vrai que les mères qui travaillent sont plutôt valorisées. On ne va jamais dire à une mère, tu es une mauvaise mère parce que tu as mis ton enfant à la crèche à 3 mois. Mais par contre, c'est aussi un peu un piège. C'est ce dont on discute depuis le début. C'est-à-dire qu'on leur dit, c'est très bien, continuez, mais débrouillez-vous, quoi. Pour que, voilà, vous avez le droit d'avoir une carrière, mais vous avez des enfants, c'est super. Et nous, on ne va pas vous dire que vous êtes des mauvaises mères, mais par contre, il ne faut pas que ça change le cours des choses. En gros, c'est un peu ça. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles le taux de fécondité se maintient en France. Après, il y a beaucoup d'effets très complexes derrière ces taux. Il y a des effets de report. Donc si ça se trouve, ce n'est pas une baisse, c'est juste un report. Ça peut être des effets liés à la conjoncture. Les gens n'ont pas envie de faire des enfants maintenant. Ça peut être peut-être les baisses de la politique familiale récente. Moi, j'y crois pas trop, mais peut-être. Bon, voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais la question qu'on doit se poser, elle n'est pas... Il faut absolument stimuler notre taux de natalité ou de fécondité. Ça soulève des questions qui sont, à mon avis, beaucoup plus
j'allais dire, philosophique que ça. Pourquoi est-ce que voilà. Mais par contre, l'idée qu'il faut que tout le monde puisse avoir des enfants aussi, enfin, que les gens qui souhaitent, ce soit pas une question d'argent, en tout cas, qu'on puisse aider à couvrir une partie du coût de l'enfant, elle est très ancrée en France. Voilà. Je pense que cette volonté des politiques d'avoir un taux de natalité assez fort, c'est historique. Et aujourd'hui, peut-être plus d'un point de vue économique. Enfin, historiquement, il fallait avoir un pays peuplé pour paraître fort, pour pouvoir faire la guerre, etc. Aujourd'hui, il faut beaucoup de gens pour produire, pour travailler. Oui, mais il faut qu'il y ait du travail. Voilà. Parce que, parce que c'est une question importante, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut qu'il y ait un taux de natalité très élevé. La France, c'est bien parce qu'on a un État social soutenable, puisqu'on a un renouvellement des générations. Alors, c'est vrai qu'historiquement, la France est un des rares pays à regarder son taux de fécondité tous les ans aussi, de façon aussi importante que ça. Ça sort dans la presse. Voilà. Mais ça tient aux raisons historiques. Voilà. La France a eu une transition démographique précoce au 19e siècle, a vu sa population diminuer par rapport à l'Allemagne au 19e. Donc, voilà, il y a toutes les guerres qui sont passées. Donc, il y a un traumatisme politique évident dans le cas de la France. Mais au-delà de ça, c'est vrai que souvent on dit l'argument, c'est qu'il faut qu'il y ait des actifs pour financer les retraites, etc. C'est vrai, donc c'est vrai que c'est pas absurde, hein, il faut avoir une dynamique de la natalité, mais il faut aussi être en capacité que ces générations soient éduquées, qu'il y ait du travail, qu'il y ait de l'activité économique, parce que si c'est pour avoir des chômeurs ou des inactifs, ça va pas financer les retraites. Donc c'est pas suffisant, voilà, il vaut mieux avoir un peu moins de natalité, mais avoir un système éducatif qui fonctionne pour tout le monde, une économie dynamique, voilà. Donc c'est une question plus globale que simplement faisons des enfants et tout ira mieux plus tard. Je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on voit que finalement l'état économique du pays et aussi la précarisation des salariés qu'on a eu ces dernières années, est-ce que ça joue aussi sur le taux de fécondité ou pas? Quand je prends des exemples que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, se loger à Paris pour avoir un 3 pièces, pour avoir un enfant qui ne soit pas dans le salon ou une chose comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, voire d'impossible, même avec des salaires de cadre. Donc est-ce que ça joue? Voilà. Il n'y a pas d'études qui montrent que ça joue. Enfin, dans les études qui existent, il y a deux effets que vous dites. Il y a la question du coût de l'enfant. Est-ce que du coup, s'il est trop élevé au regard de la précarité, ou si on n'est pas sûr de garder son emploi, ou voilà, on ne va pas prendre cette décision d'avoir des enfants. Mais il y a aussi la question le désir d'enfant. Et ce qui est plutôt montré, c'est que dans les périodes où ça va pas très bien, les gens ils font plutôt des enfants parce que il y a un moment, il y a quand même. Mais ça, voilà. Ça, en tout cas, sur longue période, c'est un peu ça qui est montré. D'ailleurs, ce qu'on voit pendant la guerre, le baby boom, c'était pas une période glorieuse. Et pourtant, voilà, il y a quand même cette idée. Maintenant, il y a une différence entre une guerre et l'occupation et une crise économique où on ne sait pas si on va pouvoir loger son enfant. Mais il n'y a pas d'études qui montrent ça. Il n'y a pas d'études qui montrent ça directement, si c'est ça votre question. À ma connaissance, je n'en vois pas, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait un effet. C'est tellement multifactoriel cette question parce qu'on la pose beaucoup et puis il y a tout un ensemble de spécialistes très différents, aussi bien des économistes que des psys. On se dit mais qu'est-ce qui fait que voilà, on fait des enfants, on fait pas d'enfants? Et c'est vrai. Moi j'aime bien cette idée que j'avais jamais eu en tête de sortie du traumatisme parce que c'est vrai qu'il y avait un espèce d'état post-traumatique en France autour de cette question des enfants, dont peut-être au niveau des représentations et des valeurs, c'est quelque chose qui s'est lentement érodé. Il y a une donnée aussi qui est quand même l'avancement progressif de l'âge du premier enfant chez les femmes, qui est lié à tout un tas d'autres raisons. C'est vrai que si on fait son premier enfant à 36 ans, on a moins de probabilité de faire 3 enfants que si on fait son premier enfant à 25 ans, c'est une évidence. Quand on voit le Japon, où il n'y a plus d'enfants du tout, 0 enfant, alors c'est un pays, c'est quand même assez fascinant de se pencher là-dessus, hein, de voir comment comment les représentations catastrophiques qu'ont les gens là-bas, plutôt que de les stimuler à faire des enfants, les amènent à ne pas en faire. Mais je crois que pour réfléchir à cette question, il faut effectivement une petite pincée d'historique, une petite pincée de culturel, une petite pincée d'économique, et que après les choses s'agencent assez mystérieusement. Je vous invite à lire le dernier Cosette sur le don d'ovocytes et la PMA du coup.
Oui, c'est-à-dire que le remède à l'absence d'enfants, c'est que les femmes distribuent leurs ovocytes plus largement. Non, d'ailleurs, je suis un peu fatiguée. Et sur la congélation, cette fois, on milite pour l'autoconservation. Voilà, c'était notre combat du mois de janvier. Je suis d'accord. Oui, voilà, je me suis... Il faut toujours l'accord du mari, je ne sais plus. Bah, c'est juste pas vraiment possible, en fait, en France, tout simplement, quoi. En France, c'est juste interdit, sauf maladie. Sauf maladie. Et c'est pour le don alors qu'il faut l'accord du mari. Il y a un truc comme ça qui a changé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que la PMA en France n'est réservée qu'aux couples mariés. Donc, si pour avoir une PMA sans mari, il faut aller en Espagne ou en Belgique. Il n'y a pas de possibilité en France. La semaine prochaine, on se retrouve. Je ne sais pas si quelqu'un a encore envie de prendre la parole ou si je vous invite à peut-être boire un verre. J'ai très envie de boire un verre. Bonjour, et du coup, navré pour votre verre. J'avais juste une question, mais moi, c'était parce que je ne connaissais absolument pas ça, et vous l'avez juste évoqué en passant, du coup, je vous parle à vous. Les droits des familles homoparentales, vous en avez parlé juste, comme quoi, apparemment, ces familles-là avaient plus de droits, en un sens. Je ne sais pas si vous... En fait, quand vous l'avez évoqué, vous l'avez tellement évoqué rapidement que je n'ai pas exactement compris quels étaient leurs droits. Je te dis que le congé paternité, ce que j'ai découvert il y a peu, parce que je ne m'étais pas posé la question, mais pour des couples de même sexe, si vous avez un couple de femmes, il y en a une qui va prendre le congé maternité si elle accouche, et l'autre va pouvoir prendre le congé paternité. Donc, c'est assez intéressant du point de vue de la labellisation des congés. Mais voilà. Juste un autre cas, s'agissant des congés, qui est assez intéressant, qui est un cas qui m'a été évoqué par une de mes collègues juristes. Il me semble que c'est en Espagne, mais un père voulait prendre un congé allaitement. Sa conjointe n'en voulait pas, mais je ne sais plus si c'est l'Espagne. Et sa conjointe n'en voulait pas, il avait décidé de le prendre à sa place. Ça a été évidemment retoqué par le pays, le système de sécurité sociale du pays, qui a dit mais non, c'est la femme qui allaite, c'est pas l'homme. Et il est allé faire valoir son droit auprès de la Cour européenne de justice en disant qu'on pouvait allaiter avec un biberon et qu'il voulait ce congé allaitement, ce qui lui a été accordé. Donc il a eu le droit à ce congé allaitement. Donc là, on voit aussi que du côté du droit, aussi, on peut modifier la nature de ces congés qui n'ont pas été pensés comme ça, mais qui en fait, dans j'allais dire l'empiricité de la famille, la façon dont les gens veulent vivre leur parentalité, font que voilà, non, si on a le droit d'allaiter quand on est un homme. C'est intéressant la notion de congé allaitement d'ailleurs. Oui, les pays nordiques, ils en ont beaucoup. Oui, non, c'est relativement répandu. C'était juste pour revenir sur le congé homoparental et sur quelque chose qui a été abordé plus tôt dans le débat. Vous avez parlé de Aviva. Et chez Aviva, en fait, le congé deuxième conjoint, ils appellent ça comme ça, est aussi pour les couples homoparentaux. Et je voulais juste revenir sur ce point. Vous avez dit que Aviva était les premiers, mais il me semble que en fait, les premiers, c'était change.org. Ils font 4 semaines pour le deuxième conjoint. Donc je ne sais pas si c'est autant que chez Aviva, mais eux, ça fait, il me semble, 2 ans qu'ils ont remis à plat. Et c'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde. Mais c'est une société française à la base ? Non, à la base, c'est américain, mais c'est parti de France, leur réflexion sur les congés paternité et maternité. Et maintenant, c'est applicable partout dans le monde, dont à la Silicon Valley, ce qui est quand même assez rare d'avoir aux États-Unis autant de congés pour les deux parents. Voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. C'est vrai que la situation américaine, elle est quand même à double tranchant parce que ça crée des inégalités incroyables d'accès aux droits. Enfin, c'est le grand n'importe quoi quand même. Une petite parce que je pensais au couple d'hommes et je me disais a priori un homme n'accouche pas, donc comment se pose la question du deuxième conjoint, mais en cas d'adoption d'enfants, est-ce que le congé parental, le congé maternité ou congé paternité démarre à l'arrivée de l'enfant dans le couple, ou est-ce que ça s'applique de la même façon, c'est ça, qu'un enfant qui naît? Après, c'est la même durée en fait. Enfin, ça démarre à l'accouchement, mais après il y a une espèce de bricolage entre la durée du congé maternité et puis on rajoute les 11 jours. Hein. Et je trouve que c'est assez représentatif du fait qu'on considère que ce congé-là, il n'est pas fait pour récupérer de l'accouchement, puisqu'en cas d'adoption, hein, il y a la même chose. Quoi.
Très bien. Eh bien, merci infiniment d'être venu, d'avoir participé, de nous avoir écoutés.